Donc on reprend pour cette dernière session plénière, donc une plénière qui est donnée par Benoît Rotembourg de l'INRIA. Donc pour la petite histoire, Benoît Rotembourg est la personne qui m'a recruté quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur de recherche opérationnelle il y a quelques années maintenant, et puisque nous avons travaillé tous les deux pour le groupe Bouygues. Et avant ça, Benoît a fait sa thèse à l'UPMC. Et il a coordonné les recherches, la recherche opérationnelle à l'ENSTA. Et puis après, il a fait 20 ans de carrière dans l'industrie, dans le groupe Bouygues, effectivement, chez TF1. Et puis, il est allé récemment 3 années au Danemark dans le groupe Merckx. Et c'est de cette expérience qu'il va nous parler aujourd'hui, avec une présentation sur le dynamic pricing, qui est un sujet qui aujourd'hui est assez récurrent dans pas mal de conférences, et c'est un sujet dont il va nous parler avec passion, comme d'habitude. Benoît, c'est un plaisir de t'accueillir à Data Aquitaine 2021. Merci Antoine pour cette très aimable introduction. J'ai beaucoup de plaisir à être ici aujourd'hui. Alors le lieu est déjà magnifique. Et ensuite, sortir de chez moi une fois par an, ça fait du bien. Donc bon, je vais retourner dans mon EHPAD tout à l'heure, mais là je me sens vraiment bien entouré. Alors, la supply chain, c'est un univers un petit peu ingrat, mais qui, en ces temps de confinement, se porte finalement plutôt bien, parce que, vous le verrez tout à l'heure sur quelques graphes, les prix de la supply chain ont considérablement augmenté en cette année de Covid. Alors l'objet un petit peu curieux que vous voyez sur la gauche du slide, c'est un porte-container. Il a une taille d'à peu près 400 mètres de long, 60 mètres de large. Il peut transporter environ 15 000 boîtes équivalent 20 pieds, 20 feet equivalent, donc 15 000 boîtes. Il peut transporter aux alentours de 200 000 tonnes de marchandises. Et si vous avez en plus des bananes ou du poisson congelé, vous avez des boîtes réfrigérées, et on a 1000 plugs pour pouvoir connecter ces boîtes réfrigérées. Et donc cet univers-là, maritime, donc c'est à peu près 6000 bateaux qui se promènent dans le monde. Il y en a 700 qui sont des bateaux Maersk. Et ces bateaux acheminent peut-être, je regarde les gens autour de moi, peut-être 80% des objets que vous portez, ou des habits, des chaussures, des smartphones, sont passés par un bateau comme ça. Et sur ces 80%, disons, allez, 20%, sont transportés par Maersk. Donc c'est un univers qui est omniprésent, et je voudrais vous parler de deux choses. Premièrement, comment un groupe centenaire, puisque le transport de marchandises est une activité qui existe depuis très longtemps, la marine marchande, comment on peut digitaliser le pricing, qui est un processus qui est assez profond, puisqu'on part des capacités et on va jusqu'au prix en face du client. Comment on peut dynamiser, rendre digital un processus pareil dans une entreprise assez traditionnelle. Et puis, mon deuxième objectif de cette présentation, c'est de vous parler du rôle de la data science à l'intérieur, ou disons au cours du lancement d'un nouveau produit. Alors, on va regarder ça doucement. Alors, tout d'abord, quand on parle de pricing, il y a plein de dimensions différentes. La première des dimensions, c'est peut-être les capacités. Si mon bateau est plein, c'est pas du tout pareil que si mon bateau est vide. Alors on peut être plein en termes de nombre de boîtes, les fameuses 15 000 boîtes. On peut être plein sur les plugs pour les containers réfrigérés. On peut être plein aussi en tonnage. Il n'y a plus de place en tonnes, sinon on ne peut plus entrer au port. Donc il y a tout un univers de capacités à respecter. Vous avez aussi tout ce qui est l'objectif finalement du pricing, qui est maximiser le revenu de l'entreprise, avec plein d'incertitudes. Vous avez le comportement client, l'élasticité du client face à votre prix. Ça, c'est une autre dimension du pricing. Et vous avez enfin le contrôle, la segmentation, la discrimination. Il n'y a pas de pricing sans discrimination client. On ne voudrait pas qu'un client prêt à payer cher puisse obtenir un discount excessif. Et enfin, tout n'est pas que pricing, il y a une stratégie commerciale derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un client qu'on va retrouver demain ou après-demain, dont on aura besoin demain ou après-demain. Et donc, il y a évidemment
des contraintes commerciales qui bordent la manière de faire du pricing. Alors, si vous avez la pratique du dynamic pricing en tête, certains d'entre vous vont penser à la photo de gauche, c'est-à-dire, c'est toute la culture aérienne, du transport aérien, qui nous a dit « Ouh là là, quand c'est plein, les prix vont augmenter, quand c'est vide, les prix vont baisser ». Donc on protège la capacité, on fait attention, on dit non à certains clients, on bloque la deuxième classe ou la classe tarifaire basse pour laisser de la place plus tard pour quelqu'un qui pourrait venir, donc c'est une prévision, quelqu'un qui pourrait venir et pourrait payer un prix plus élevé. Ça, c'est toute cette culture qui existe depuis les années 80 et qui a été véhiculée par les compagnies aériennes aux États-Unis, Delta Airlines, et puis en Europe, vous l'avez vu. Mais il y a une deuxième dimension du dynamic pricing. Et cette dimension-là, elle est plus récente, elle date d'Internet, elle date, disons, de 2005. Et c'est des groupes comme Amazon, ou même comme Uber, où là, cette fois-ci, ou comme Expedia, Booking.com, les agences de voyage en ligne, où là, cette fois-ci, on n'est pas tellement concentré sur les capacités, on se concentre sur le client. Donc finalement, s'il y a EasyJet à 120 € et que moi, je suis Air France, est-ce que je peux monter jusqu'à 125 € et ne pas perdre mon client? Finalement, qui est prêt à payer 5 € de plus pour être sur Air France, sa marque préférée, face à EasyJet, ou l'inverse, bien entendu. Et donc, le pricing dynamique, c'est cette curieuse discipline qui part des capacités, quand il y a des capacités en jeu, et qui va jusqu'au client pour exploiter, utiliser la willingness to pay, le désir de payer du client, afin de fixer le juste prix. Alors, quand on se lance dans un gros projet de dynamic pricing qui n'existait pas dans l'industrie maritime, quand on se lance dans un gros projet comme ça, en général, on est bardé de consultants et bardé de métaphores, voilà, pour pousser le sujet auprès des directions générales. Et donc, dans la plupart des grands groupes maritimes, là, en ce moment, il y a eu beaucoup de parallèles, de faits, d'analogies avec les compagnies aériennes. Alors, je voudrais vous montrer avec quelques graphes que le maritime, c'est pas tout à fait l'aérien. Alors, regardez avec moi. La première chose, c'est qu'il y a une énorme différence entre une banane et un être humain. C'est qu'en général, quand l'être humain voyage, il n'est pas consommé à destination. Il revient. Ce n'est pas le cas de la banane, qui ne revient pas. Et ça crée une dissymétrie. En gros, nos bateaux partent du Brésil ou plutôt de l'Équateur, plein de bananes. Ils arrivent en Europe, ils lâchent leurs bananes. On peut avoir 17 millions de bananes par bateau. Hein. Donc, ils lâchent leurs bananes arrivées au port et ils n'ont pratiquement rien à ramener en Équateur ensuite. Donc, ils font la moitié de leur vie à vide, presque. On va remplir de petites choses, mais ça n'a pas du tout la même valeur. Alors, une autre différence entre l'aérien et le maritime, c'est tous les différents types de cargaisons que l'on peut mettre à l'intérieur d'un container. Alors, je vous ai mis ici les avocats. Vous voyez, je vous ai dessiné 3 années. Alors, vous voyez, bon, effectivement, ça monte un peu en juin-juillet, puis ça redescend en décembre. Les noix de coco, ah ouais, c'est beaucoup plus aigu sur juin. Le citron vert. Alors, même la viande, par exemple, en Amérique latine, n'a pas tout à fait la même saisonnalité que la viande en Australie. Et puis, il y a des effets de tendance aussi. Il y a des effets de mode. Et un producteur de viande australien peut tout à fait être opportuniste et décider si les prix du transport et les prix à l'achat en Europe sont tout à coup moins intéressants qu'aux États-Unis, de changer de route maritime et de vous oublier et d'aller directement aux États-Unis. Évidemment, les jouets ont des contraintes dures que vous imaginez, puisque voilà, après Noël, c'est trop tard. Et donc, le mélange de commodités, le mélange de cargaisons, induit que finalement, si je prends la cargaison rouge, ici, chaque point représente un mois, la cargaison rouge va être prédominante, par exemple, en avril, et va être négligeable dans le bateau au mois de novembre.
Et donc, si on regarde un bateau en tranches et qu'on le découpe par commodité, eh bien, il y aura des mix de commodités complètement différents. Ça aussi, c'est un pattern qu'on ne retrouve pas dans l'aérien. Une compagnie aérienne n'a pas 100 000 couples origine-destination. Pour une entreprise comme Maersk, ben oui, il y a 300 ports d'origine, 300 ports de destination et d'autres combinaisons. Ça ressemble un peu à un autobus. Vous faites un port numéro 1 en Chine, un port numéro 2, un port numéro 3, puis vous allez en Europe ou à Doha, et puis vous avez à nouveau une dizaine de ports en Europe. Et vous avez donc toutes les combinaisons, 10 ports chinois, 10 ports européens, ça fait une centaine de ports, de combinaisons. Et ce qui est un marqueur fort de la supply chain, c'est que 10% de ces corridors, port A, port B, font 80% du volume. Ça va vouloir dire qu'on va avoir des corridors, des marchés, des corridors, qui vont être extrêmement lourds, représenter de très gros bateaux, et puis d'autres corridors qui vont représenter des choses très très éparses, avec des volumes très faibles, voire des bateaux presque vides par moment. Et donc ça induit, alors en haut vous avez des bookings qui varient le long de l'année, le volume de booking qui varie le long de l'année, et en bas vous avez les tarifs. Alors, vous avez des volumes qui peuvent varier du simple au quintuple en haut, et vous avez des prix en bas qui peuvent varier du simple au double. Alors ça, c'était avant le Covid. Depuis le Covid, alors ça fait peur, il y a quand même plein de gens qui doivent être jaloux ici. En janvier 2018, vous aviez des tarifs autour de 1 000 $ pour aller de Shanghai à Rotterdam, disons. Et là, en janvier 2021, on est sur 4 450 $. Donc, vous voyez, ces derniers mois, là, le ramp-up, la montée en charge, très impressionnante. Alors, pour les mathématiciens qui nous regardent, comment faire un algorithme de pricing quand toutes vos données historiques n'ont absolument aucune valeur? Et là, on va faire bien pire que ça. J'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié les omissions de port. Alors, c'est un truc génial. Imaginez, vous êtes dans un avion et on vous dit, bah, finalement, Bordeaux, je ne le sens pas cette semaine, on va aller directement sur Toulouse. Bah, c'est ce qui se passe assez fréquemment dans l'univers maritime. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Dans les bonnes raisons, le port peut être complètement gelé, il peut y avoir une guerre, un ouragan, beaucoup de brouillard dans les ports, smog dans les ports chinois, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi pris du retard en mer, et tout à coup, oublier un port pour pouvoir arriver à l'heure sur le port d'après. Alors ça veut dire qu'on va affréter ensuite des camions pour aller ou un autre bateau pour ramener les boîtes oubliées à l'endroit où elles auraient dû arriver. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, évidemment, dans l'univers aérien. Alors le pricing, il est fait comment? Alors il y a des contrats long terme, je ne vais pas en parler, mais par exemple Casino ou Ikea a peut-être un contrat long terme avec Maersk ou CMA CGM, alors c'est un appel d'offres, et donc il y a peut-être 100 000 boîtes par an ou 400 000 boîtes par an qui vont être transitées d'un point A à un point B, d'un point A1 à un point B2, avec un tarif que va proposer Maersk ou CMA CGM à Casino qui va accepter ou refuser cette offre. Ça, c'est vraiment l'appel d'offres long, et on s'engage pour un an en général. Alors les contrats long terme représentent à peu près 50% du volume, autour de 10 milliards de dollars par an pour un groupe comme Maersk. Les 10 autres milliards, 50 autres % du volume, c'est un marché court terme, 10 marchés spot. Et ça, avant 2017, c'était un marché médiéval, extrêmement étrange, avec des gens qui ne s'engagent pas des deux côtés. Les gens sont capables, les clients sont capables d'annuler à la toute dernière minute et sans pénalité. Donc vous avez donc des marchés où 60% de votre demande va s'annuler sans aucune pénalité, sans aucun incentive pour que le client change de pratique. Alors évidemment, le transporteur ensuite se venge. Puisqu'on lui promet des choses qu'on ne fait pas, lui-même promet des choses qu'il ne fait pas. Ça s'appelle le rolling. Et donc finalement, il va laisser les boîtes une semaine de plus et il ne les transportera que la semaine d'après, en s'excusant poliment. Une autre bizarrerie, c'est que le prix n'est pas connu au moment de l'achat. Il n'y a même pas beaucoup d'industries qui se permettent ça. Donc quand vous achetez un Shanghai-Rotterdam sur les vieux systèmes, vous ne connaîtrez le prix qu'une fois que le bateau sera parti.
C'est magnifique. Donc le prix démarre en général assez haut. Puis il y a des discounts, des discounts, des discounts. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et au moment du départ, bonne surprise, vous avez un petit discount supplémentaire rétroactif. Et chouette, je paierai un petit peu moins cher que prévu. Vous imaginez le nombre de contentieux que ça peut générer. J'ai vu la plus belle base de données de contentieux de ma vie, dans le groupe Maersk en l'occurrence, mais je ne veux pas regarder les concurrents, et des millions de disputes. Donc on pourrait faire de prédictif du machine learning sur toutes les disputes qui se passent dans cet univers. Donc ça n'est pas normal. Quand les gens ne s'engagent pas des deux côtés, ça n'est pas normal. Et les prix sont fabriqués un mois à l'avance. Donc là, en ce moment, par exemple, on va fabriquer les prix d'avril. Et puis après, les prix vont progressivement baisser jusqu'au départ du bateau. Donc c'est ce processus-là que la direction générale de Maersk, donc le PDG, et la direction commerciale, ont décidé de faire cesser. Ils ont décidé qu'il fallait créer un autre espace en tant que leader sur ce marché. Ils se sont dit qu'ils devaient changer leur façon de faire le pricing. Alors, il y a eu beaucoup de conditions à réunir pour que ça passe. Une équipe digitale, environ 150 personnes, un champion côté commerce, obsédé par les courbes tous les jours de la réussite de ce produit, un PDG qui pratiquement à chaque intervention devant les médias disait « Je veux fournir une expérience à la Expedia à mes clients. Il est temps que notre industrie soit mature. » Un comportement effectivement de développement de produits logiciels très très agile, ce qui n'est pas vraiment la culture du maritime. Des pricing scientists, vous avez le plus jeune en face de vous, et quelques ingrédients vitaux comme une jolie plateforme Big Data extrêmement solide regroupant toutes les données dont nous avions besoin, ainsi que un bon bloc de data scientists et de data engineers. Voilà. Et donc, la décision a été prise autour de 2017 de créer un produit pour nettoyer le passé, avoir une meilleure pratique pricing. Et aujourd'hui, ce produit qui s'appelle Maersk Spot représente aux alentours de 6 milliards de dollars annuels. Donc c'est 6 milliards de dollars qui s'écoulent par un canal complètement différent du canal d'avant 2017. Donc c'est ce produit, Maersk Spot, que vous pouvez acheter si vous avez 1000 dollars pour aller de Rotterdam à Shanghai. Il faut être une entreprise, hein, mais c'est très facile. Voilà, ça vous prendra 2 minutes. Voilà. Il y a 3 caractéristiques à ce produit. Premièrement, on s'engage. Pénalité si vous annulez, pénalité si vous ne vous présentez pas au port. Et des vraies pénalités, hein, entre 10 et 20% du prix. Pénalité aussi de l'autre côté, pour Maersk, ou pour le transporteur, s'il ne respecte pas son contrat. Une expérience à la Expedia, donc ça on était un peu obligé, puisque c'était le cahier des charges initial. Donc par exemple, eh bien, vous pouvez naviguer, vous avez, c'est le cas de le dire, vous pouvez voir la liste des possibilités pour aller de Rotterdam à Shanghai, ou de Shanghai à Rotterdam, les prix, et vous cliquez, et le prix que vous avez vu sera le prix que vous payez. Ça semble assez naturel, mais ce n'était pas le cas. Et surtout, on est prêt à cette idée que les prix peuvent bouger, et pratiquement toutes les minutes. On va voir qu'on n'en a pas toujours besoin, mais parfois on en a besoin. Enfin, on a brisé la mécanique du prix à la baisse, du discount, puis discount, puis discount, puis discount, qui était perçu comme une bonne façon de gagner de l'argent. On l'a changé en un upward pricing, donc à la compagnie aérienne. Ça démarre bas et ça monte progressivement jusqu'au départ du bateau, donnant un incentive aux clients de se dépêcher d'acheter pour ensuite éventuellement revendre d'ailleurs, puisque c'est des revendeurs hein, bien souvent, donc de revendre ensuite, un peu plus cher, mais de revendre à d'autres clients. Voilà. Ce qui est intéressant dans un processus comme celui-là, c'est qu'on arrive à faire changer le comportement client en quelques semaines, quand on est consistant dans sa manière de travailler. Là, par exemple, les cancellations, les annulations, sont passées de 40 à moins de 6-7% sur les gros marchés. Ça, c'est spectaculaire. Vous nettoyez complètement vos opérations. Deuxièmement, à force de bouger les prix, évidemment, on a fait bouger les clients qui venaient beaucoup plus souvent regarder si les prix avaient bougé. Alors qu'autrefois, ils envoyaient un mail pour obtenir une feuille Excel pour savoir le nouveau prix. Et là, on a vu des clients qui s'amusaient à scraper le site web plus de 50 fois par jour et réagissaient quand ils voyaient un changement de prix. On a même créé une nouvelle race de clients, les early bookers, alors que moi j'appelais les canaries,
Il n'y a pas beaucoup de mines au Danemark, donc ils n'ont peut-être pas compris l'humour. Mais le canari, c'est ce petit animal dans une cage qui prévenait les coups de grisou en s'évanouissant, je pense en mourant, si le gaz était déjà présent dans la mine. Eh bien, en fait, on s'est servi des premiers clients, parce qu'en B2B, vous n'avez pas beaucoup de clients. Sur certains marchés, ces 10 clients font 70% de votre volume. Mais quand les premiers clients bougent, vous avez une petite idée de l'état du marché dans les semaines qui vont suivre. Et puis à l'inverse, pour les clients un peu tardifs, mal organisés ou qui ont des bonnes nouvelles commerciales, qui doivent renouveler leur stock, eh bien on s'est débrouillé pour garder toujours de la place, juste avant le départ, évidemment à un prix un peu plus élevé, juste de la place garantie pour les clients qui souhaitent venir. Alors Maersk a fait beaucoup de campagnes de pub, ils ont eu une très bonne idée, ils se sont moqués d'eux-mêmes, c'est très danois je trouve, probably the best beer in the world, et là ils ont dit qu'est-ce qui se passerait si un restaurant se comportait comme une compagnie maritime. Et là ils ont symbolisé l'overbooking, ce qui n'est pas très cool pour un repas, ou très cool pour certains, mais pas très cool pour un repas de ne plus avoir vraiment de place. Donc ça c'est une vidéo qu'ils ont poussée et qui a martyrisé un peu le vieux process et le process des concurrents bien entendu. Alors je vous donne un petit exemple ici, la ligne verte, si vous la regardez sur 3 années, 2018, 2019, 2020, la ligne verte, chaque point représente le lead time, c'est-à-dire le nombre de jours entre le booking et le départ du bateau. Est-ce que je réserve 5, 6, 7 jours à l'avance? C'était le cas en 2018-2019. Ou est-ce que je réserve beaucoup plus longtemps à l'avance? On voit que ce client a été éduqué par le système de pricing ou sensibilisé à l'intérêt de booker tôt, puisqu'aujourd'hui, ce même client, qui est un gros client, ce même client réserve 30 jours à l'avance. Donc on est passé de 7 à 30. Et ce qui change complètement la manière de prévoir le comportement. Puisque bien entendu, vous avez une longueur d'avance. Vous savez ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de vouloir ou ce qu'ils ne veulent pas, et vous adaptez votre prix. Alors le plus dur, ce n'est pas de changer les clients, c'est parfois de changer l'informatique. Donc se comporter en team, en équipe agile, ça n'est pas simple. Faire des releases toutes les 2 semaines, ce n'est pas culturel dans certaines industries. Deuxièmement, tout à l'heure, quelqu'un parlait, je crois que les gens de l'INSEE ou les gens qui essayaient de voir qui était présumé mort dans les hôpitaux, parlaient de la différence entre des expressions régulières et du machine learning. Eh bien, l'équivalent de l'expression régulière en pricing, c'est les business rules. Si 15 jours avant le départ, j'ai tant de volume, alors augmenter le prix de 3%. C'est horrible à maintenir. C'est extrêmement pénible à rédiger et donc c'est quelque chose qui est très coûteux d'un point de vue informatique. Alors on a remplacé ça évidemment par des recommandations algorithmiques. Enfin, quand un système d'information fait des mises à jour, disons, quotidiennes et que vous leur demandez des mises à jour toutes les minutes, vous challengez toutes les étapes au niveau informatique. Ça a été un énorme travail. On a dû prouver que gagner 1 minute, gagner quelques minutes, faisait gagner de l'argent. On a plutôt surtout prouvé que ne pas réagir en 1 minute faisait perdre de l'argent. Donc malheureusement, quelques bugs nous sont arrivés qui nous ont aidés à motiver l'informatique à atteindre la distance de 1 minute. Et enfin, le côté data, fusionner des données web, donc on a tous les logs de tous les clients, bien entendu, c'est RGPD, bien sûr. On a les logs de tous les comportements, on a bien sûr les bookings, l'argent donné, et on a le CRM, toutes les données clients. Alors tout ça dans la même plateforme data, du point de vue pricing, c'est très pratique. Voilà, et enfin, il faut changer le comportement des pricing managers, qui ont plein de pensées magiques. Le pricing, c'est quelque chose, si vous en discutez avec un patron de restaurant, avec un patron d'hôtel, le pricing, c'est quelque chose, tout le monde a un avis. C'est extrêmement émotionnel. Puis quand vous creusez la stratégie pricing de quelqu'un, c'est un peu plus dur. Alors on a fait des forensics, c'est-à-dire des autopsies. On les prenait un à un, les pricing managers, et on leur disait « Ah, il ne s'est pas passé très bien cette semaine. Pourquoi? Pourquoi as-tu pris cette décision ?» Alors on en a torturé quelques-uns qui nous ont torturés en échange, et on a progressé collectivement sur cette compréhension des mauvaises pratiques. On a fait des séances de training dans pas mal de pays, et on a cherché à montrer l'intérêt de la réactivité. Et donc ils recevaient des alertes sur Teams. Il est temps de changer ton prix. Dépêche-toi. Les chiffres montent, il est temps de changer ton prix. Et pour expliquer cette notion de
pricing dynamique à la hausse, on a changé de métaphore. On est sorti de l'aérien et on a parlé curling. Alors, je voudrais juste vous décrire cette métaphore parce qu'elle a vraiment aidé à faire passer des messages. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le curling, il faut vivre au Canada, hein, on apprend des choses. Les photos sont magnifiques par ailleurs. C'est une pierre de 19 kg que vous lancez donc sur la glace pour essayer d'atteindre une cible, un peu comme la pétanque. Mais le problème, c'est que évidemment, vous connaissez mal la glace, et donc la pierre peut vous échapper et aller beaucoup plus loin que la cible ou beaucoup moins loin que la cible. Mais vous avez une petite chance, c'est que vous avez des balayeurs et des balayeuses qui peuvent frotter la glace. Donc vous avez une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance. Vous pouvez vous refaire, ça s'appelle un recours, recourse en anglais. Donc vous lancez, puis vous pouvez brosser pour atteindre la cible. Alors si vous lancez mal, il faut brosser très bien. Si vous lancez trop fort, vous êtes foutu. Et donc, le cerveau humain n'est pas fait pour prendre une décision asymétrique. Ça, je peux vous l'assurer. On a envie de viser la cible. On est attiré par la cible. Non, il faut se créer une fausse cible à 10% avant la cible pour tenir compte des brosses qui pourront atteindre la cible. J'ai eu beaucoup de mal à expliquer cette histoire. Heureusement, on avait dans les équipes pricing un garçon brillant, pricing, et brillant en curling, qui avait été aux Jeux Olympiques et qui m'a aidé à pousser ce discours. Alors, à quel point faut-il être dynamique dans cet univers? Eh bien, plus vous êtes volatile, plus il faut brosser. Il n'y a pas de mystère, pour s'adapter aux aléas qui peuvent vous tomber dessus. Et donc, une bonne raison de voir qu'on est dynamique, c'est qu'à peu près, si vous prenez une partie du bateau, donc sur les 15 000 boîtes, on va prendre 1000 boîtes qui vont, disons, de Shanghai à Rotterdam. Il y a à peu près 700 boîtes qui vont être vendues en 7 jours. Ça veut dire 100 boîtes par jour. Ça veut dire qu'il faudrait rafraîchir les informations une centaine de fois par jour, si on voulait vraiment savoir comment ça va. Prédire la demande 6 semaines à l'avance dans l'industrie maritime marchande, c'est pas 95% comme l'aérien, hein, c'est plutôt 70%, 75%. Et des marchés très proches les uns des autres, hein, vous changez entre Le Havre, Rotterdam, Helsinki, vous changez un peu. Vous avez, alors là, vous reconnaissez, ceux qui connaissent la Chine, vous reconnaissez le pic en février, hein, c'est les volumes là, hein, semaine après semaine. Alors d'accord, il y a le nouvel an chinois, mais par ailleurs, même des marchés très proches sont relativement difficiles à déduire les uns des autres. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique. Et même pire que ça, si vous êtes le jour J, que vous avez un prix à 1 000 $ et que vous voulez augmenter le prix de 5%, 1000, donc 50 $, si vous voulez faire ça, l'impact sur le client est lui-même pas si évident que ça à mesurer. Vous allez vous tromper dans pas mal de cas. Donc, non seulement on n'est pas très bon pour lancer la pierre, on s'est mal visé, et en plus, quand on brosse, on sait mal l'effet de la brosse. Alors ça accélère, hein, mais on ne sait pas à quel point ça accélère. Alors ça nous a beaucoup fait réfléchir sur la manière de lancer un algorithme de recommandation dans un univers aussi bruité et dans un contexte où on n'avait pas de données historiques, puisque c'était un nouveau produit avec une nouvelle dynamique et des comportements clients nouveaux. Alors, la partie grincheuse de moi-même, les Français sont des grincheux, donc j'avais le droit d'être grincheux, mais la partie grincheuse de moi-même se disait, bah non, on ne peut pas faire de data science là-dedans. On va attendre qu'ils fassent des trucs, puis un an plus tard, on revient et on va améliorer ce que vous faites. Mais ça, ce n'était pas une solution autorisée. Donc on s'est dit, on va accompagner la création de notre robot en jouant le jeu avec les pricing managers, un jeu de babysitter de robots. Donc on a dit, à gauche, l'homme est puissant, il va explorer des stratégies tarifaires, mais on exige de lui qu'il soit consistant et explicite sur sa manière de faire ses stratégies. Par exemple, j'augmente le prix de 3% à chaque fois qu'il y a 20% de volume qui vient en plus. Donc là, on a échantillonné, disons, les pricing managers, on a isolé leur stratégie et on leur a demandé d'être explorateurs et consistants. Et puis en secret, pas du tout en secret bien sûr, hein, mais en secret, on avait l'autre partie de la boucle, l'intelligence artificielle, disons, qui, elle, était hyper réactive, parce qu'elle n'avait pas de problème à prendre une réaction en 1 minute, et qui bombardait les pricing managers d'alertes pour les rendre un peu coupables
quand leur stratégie tarifaire était douteuse, juste un peu coupable. Et donc on a créé une sorte d'addiction à « oh zut, si j'avais su, j'aurais monté mon prix un jour plus tôt ». Et on a eu des gens qui nous ont dit « ah ouais, j'ai laissé de l'argent sur la table cette semaine ». Je suis pas... Voilà, on a essayé de les rendre complices de l'outil et de, évidemment, tuner l'outil au fur et à mesure de leurs évolutions, jusqu'à recommander des prix. En 2017, quand j'ai regardé pour la première fois les prix de Maersk, ils finissaient tous par 25, 50 et 0. 75 et 0. Donc c'était des multiples de 25. Et j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas 76 ? Pourquoi ça n'existe jamais dans les bases historiques, 76 ? On me dit, ah ouais, mais les clients ne sont pas habitués, si je mets 76, ils vont croire que je me suis trompé. Eh bien, en utilisant une machine qui a recommandé 76, et en ayant un être humain qui prenait confiance, eh bien, on a eu des prix qui n'avaient plus du tout rien à voir avec 75, et les clients ont parfaitement accepté la chose, puisque ça bougeait tout le temps. Et je vais vous donner un petit exemple ici, mais vous voyez qu'en haut, vous avez 1200 $, qui plus on se rapproche du départ, devient 1300, 1300, 1300 $. Donc voilà, on a une évolution par mois. En bas, vous avez, en bleu clair, vous avez 975, ça c'était le démarrage, un peu bas. Puis des bonnes nouvelles en termes de booking, 1075. Puis 1080, 1094 ici, on a eu quelques points intermédiaires. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a bougé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois le prix, alors qu'autrefois, il aurait bougé 1 fois ou 2 fois le prix. Donc on a créé une sorte d'addiction à la réactivité, beaucoup plus que vanter l'intérêt d'un algorithme qui savait tout. Voilà. On a juste dit, l'algorithme fera à peu près comme vous, il va juste le faire plus vite parce que vous n'avez pas le temps, puis d'ailleurs, il faut que vous alliez dormir. Alors, c'est difficile d'être data scientist et de parler de la technique qu'il y a à l'intérieur de son algorithme, quand vous dites stochastique, relaxation lagrangienne ou autre, vous êtes vraiment... vous avez du mal à créer un dialogue. L'aspect magique de l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde comprend. Donc quand vous dites reinforcement learning, tout le monde a un gamin, ou tout le monde a une vache dans un pré, et c'est que quand la vache touche le fil électrique, elle va apprendre qu'il y a une limite au territoire. Et quand vous expliquez ça avec le vocabulaire intelligence artificielle, je ne sais pas pourquoi, mais ça passe mieux. J'ai l'impression que c'est une des magies, c'est que tout le monde croit comprendre ce que ça veut dire que le reinforcement learning. Donc on a parlé reinforcement learning, c'était à peu près ce qu'on a fait. Et pour vous donner quelques goodies quand même, sur un système à la curling, donc avec grosse incertitude au premier lancer et incertitude à chaque itération de brossage, pour un système comme celui-là, on peut comparer, on en a fait plus que celle-là, mais je vous en donne quelques-unes, des politiques très classiques dites de seuil. Donc P jours avant le départ, si Q% de mon objectif est atteint, alors augmenter le prix de R%. Alors ça serait bien, ça peut faire une très bonne politique si vous avez plein de règles comme ça. Mais avec une ou deux règles, vous avez une politique assez pauvre. On a fait aussi un processus de décision markovien très compact. Donc on a limité le nombre d'états, on a limité le nombre d'actions. Par exemple, on n'autorisait pas des variations de 17%, on autorisait 1, 3, 5. On autorisait des variations assez simples. Et on s'est simplifié la vie en prenant des signaux, et en résumant les signaux extérieurs comme l'activité web est intense ou l'activité web est modérée cette semaine. Voilà. Et on s'est bâti un petit prédicteur de réponse à un incrément de prix, donc quelque chose de très local. Si j'augmente mon prix de 2%, 5 jours avant le départ, compte tenu de ce qui s'est passé hier, alors, quelles sont les chances que mon volume baisse de 10%? Alors, sachez que dans l'univers maritime, l'élasticité est beaucoup plus forte que dans les univers passagers, par exemple, comme le train ou l'avion. On est sur des élasticités qui vont de 5, donc 1% d'augmentation du prix égale 5% de baisse du volume, alors c'est quand même beaucoup, à 8, 9, 10, enfin on a des marchés où une toute petite variation de prix, donc les fameux 1 $, peuvent induire des variations très sensibles du volume. Donc c'est un système très délicat à calibrer. Voilà, et enfin on a fait des techniques alors plus proches du reinforcement learning, donc là où cette fois-ci on va explorer l'espace des possibles d'une manière un petit peu intelligente pour vraiment avoir une stratégie efficace très près de nous. On essaye de bien prévoir ce qui va se passer dans 10 minutes ou dans 1 heure
et beaucoup plus flou sur ce qui se passera dans 10 jours. Où là, on a une sorte d'estimation de l'état dans lequel on sera dans 10 jours. Et on essaye de mélanger l'efficacité très court terme, ce que le machine learning fait très bien, et une stratégie un peu plus stratège, justement, un peu plus tactique, pour aller jusqu'au bout et atteindre le départ du bateau dans un bon état. Voilà. Alors, pour vous dire les ordres de grandeur, hein, donc, la valeur ajoutée de l'algorithme sur ce genre de sujet, c'est quelques pourcents, 2-3%. Donc, voilà, quand vous êtes très robuste, très frustre, sur une base 100, eh bien, le fait d'être un peu plus dynamique, de tirer à la baisse, d'anticiper le brossage, vous fait gagner entre 2 et 3%, avec des techniques pour l'instant relativement simples, puisqu'on n'a pas une profondeur de données pour justifier un algorithme très sophistiqué. Mais quand même, il y a une valeur ajoutée à avoir un comportement rationnel sur ce genre de courbe. Alors, la question qu'on se pose toujours dans des sujets de lancement de produits, hein, donc là c'était un nouveau produit de pricing et un nouveau produit commercial, quel est le rôle des data scientists? Je crois que le rôle n'est pas si technique que ça. Le rôle est d'abord, puisqu'il y a peu de data à disposition au départ, c'est un rôle de simulation d'hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait si on priçait 10 fois par jour au lieu de pricer une fois par mois? Et donc, chaque point que l'on voulait illustrer, on l'a d'abord simulé, puis dès qu'on l'a capturé dans les données, on a fait un calage entre la réalité observée et l'hypothèse qui avait été lancée avant de voir la réalité se produire. Donc ce côté, alors on prend des risques, hein, puisqu'on fait une vision, on dit voilà, on pense que ça va se passer comme ça, et regardez, les premiers clients commencent à se comporter comme la simulation l'avait prévu. Et ça crée petit à petit de la confiance entre les équipes commerciales, impatientes de lancer des nouveaux produits évidemment, et la réalité de la donnée qui dit bah non, les clients ne se comportent pas comme attendu, au contraire, se comportent mieux que nous l'attendions. On aime bien dire optimiser, je préfère dire améliorer, parce que du coup, le pricing manager en charge de faire les prix, il joue quand même un petit peu sa peau hein, dans cette histoire, parce que son salaire est quand même un petit peu lié à la fin du mois à la performance de son pricing. Et donc, il ne va pas laisser entrer un robot comme ça dans sa pratique de tous les jours. Et là, il faut, c'est pas l'amadouer, c'est plutôt lui montrer que peut-être il aurait pu faire un peu mieux que ce qu'il a fait, mais tout en restant dans son comportement. Et notamment, on a créé des fonctions regrets. Donc, on a accepté qu'il y ait peut-être un peu de perte d'argent par moment, ou une sous-optimisation, mais on a profité, chaque occasion qu'on avait d'illustrer un point où une sous-optimisation avait été effectuée, on l'a illustré, on a fait des slides, on en a discuté lors des autopsies avec les pricing managers en disant, voilà, un peu de regret quand même, tu aurais pu monter ton prix un peu plus, tu vois, il t'en restait sous le coude. Ça a été passionnant, mais ça a demandé, du point de vue des data scientists, ce qu'on appelle deployed data scientist, c'est-à-dire d'être complètement déployé, pas en forme R&D, mais beaucoup plus exposé à la réalité des nouvelles données qui s'accumulaient. Ça, c'est une des fois où je l'aurais vécu de la manière la plus intense, puisqu'on était en contact quotidien, je pense qu'on passait plusieurs heures par jour, à suivre tel ou tel pricing manager pour très vite lui envoyer le petit mail d'explication ou le regret à ne pas avoir monté le prix au moment où le logiciel lui avait recommandé de monter le prix. Voilà. Alors moi, je vous donne un petit exemple d'évolution de comportement. Là c'est en rouge, vous avez le nombre de fois où il a augmenté le prix. En bleu, c'est le nombre de fois où il a changé le prix. Donc il y a toujours plus de bleu que de rouge, mais on voit bien que en début 2019, 20 ou 30% de ces prix étaient des augmentations, mais 70% de ces prix étaient des baisses. Il se dégonflait. Hein, il avait démarré trop fort, et après, il baissait son prix, tant pis, pour retrouver de la demande. Et puis petit à petit, on voit que ça prend presque un an sur ce pricing manager-là, j'ai oublié son nom, on voit qu'au bout d'un an, il a 80, en fait pas loin de 90% de ses prix étaient des prix allant en augmentant. Et donc ces clients se sont comportés comme prévu,
puisque voyant les prix augmenter, si le client pouvait booker un jour plus tôt pour gagner 1%, il ne manquait pas de le faire. Alors, je regarde le timing. J'ai un peu débordé, je pense. Et je voudrais juste illustrer les deux plus gros obstacles que l'on peut trouver donc, quand on fait de la data science itérative, hein, donc, avec très peu d'éléments de départ, beaucoup d'hypothèses, des simulations, et une data qui vient au fil de l'eau, et une data qui n'est pas très volumineuse. Il y a j'ai trouvé en tout cas, deux gros obstacles. Le premier, c'est le fantasme de l'intelligence artificielle qui va tout résoudre. Donc, le personnage qui crie là, c'est moi, évidemment, vous l'avez compris. Donc, il a fallu dire non. On ne peut pas lâcher dans la nature un algorithme de pricing juste pour faire une expérimentation. Il y a 10 millions de dollars à la clé, on ne peut pas faire ça. Donc ça, c'est difficile, parce qu'on est content que l'intelligence artificielle et les algorithmes soient à la mode. On est content qu'il y ait des budgets. On est content d'être embauché en tant que data scientist, hein, bien sûr. Donc tout ça, ça nous fait plaisir. Mais la promesse doit être extrêmement mesurée. Et donc lutter contre la démesure, encouragée par les vendeurs de logiciels, encouragée par les consultants, bien sûr, hein, qui vont vous citer toujours un exemple qui marche. Voilà, ça a été une lutte très longue et ça a créé beaucoup de tensions dans les équipes qui se retrouvaient avec des fausses promesses tenues par on ne sait qui, mais auxquelles évidemment le management adhérait. Donc obstacle numéro 1, je dirais le fantasme de l'intelligence artificielle qui résout tout. Et le deuxième obstacle, alors là il est avec les équipes, c'est que il y a un sentiment, quand on a fait du deep learning à l'école, il y a un sentiment que quand un tout petit random forest suffit à la tâche, on a bâclé son travail, on n'est pas fier de soi. Donc vous avez un grand écart finalement entre une direction générale qui rêve d'intelligence artificielle, telle qu'il l'a lu sur AlphaGo, il veut son AlphaGo, et puis vous avez des jeunes embauchés, hors de prix, bien sûr, qui rêvent d'AlphaGo aussi. Voilà. Et au milieu, vous avez de l'argent qui circule, des clients, des pricing managers, qui viennent d'horizons différents et qui doivent absorber tous ces nouveaux processus et toutes ces nouvelles recommandations tarifaires qui arrivent au milieu de la nuit sur leurs Teams, qui les forcent à réagir voilà, très très rapidement. Donc voilà, les obstacles sont des obstacles qui sont consubstantiels de l'effet de mode, mais ce n'est pas si simple à gérer. Voilà, et pour conclure, 60% du marché court terme de Maersk aujourd'hui est fait en dynamic pricing. On parle de 6 milliards à peu près de dollars annuels. Et ça grossit tous les jours. Je reçois encore de temps en temps des petits courriers me disant que oui, ils ont franchi telle ou telle barre. Donc ça, c'est vraiment une réussite. À tel point que la concurrence, qui s'en moquait un petit peu, s'y met. On a aujourd'hui un groupe chinois, on a un groupe européen qui s'y mettent. Parce que le pricing dynamique, quand vous ne le faites pas et que votre concurrent le fait, vous ratez des opportunités. Surtout quand le marché est porteur, comme en ce moment. Voilà. Je crois que là, la situation du Covid, qui paradoxalement a été plutôt positive pour la supply chain, on a réalisé qu'elle était beaucoup plus importante que ce qu'on croyait. Puis vous et moi, on a mangé autant qu'avant, hein, donc il y a à peu près la même chose qui circule hein, dans les bateaux. Donc voilà, donc ça a posé plein de challenges. Enfin, quand vous utilisez des métaphores, prenez des bonnes métaphores. Ça, c'est un syndrome aussi de la data science, c'est beaucoup de métaphores. Et je crois qu'il faut se calmer un peu et, en tout cas, créer ses propres métaphores. Sinon, vous créez des confusions. Voilà. L'alignement des étoiles, eh bien, en 2011, j'ai proposé ce projet à CMA-CGM à Marseille. À peu près tout y était. Hein. Eh bien, CMA-CGM n'était pas prêt en 2011, le marché n'était pas prêt en 2011. Et alors, ça fait plaisir de voir presque 10 ans plus tard. Voilà, enfin, avoir raison 10 ans trop tôt, c'est quand même de la bêtise. Voilà, donc on ne m'y reprendra plus. Mais désormais, ça marche. Enfin, accepter le caractère stochastique, le caractère aléatoire des choses, c'est pas naturel aussi en mathématiques. Alors, c'est naturel chez les probabilistes, mais c'est pas naturel dans beaucoup de catégories de mathématiciens, dont ma discipline d'origine, qui s'appelle la recherche opérationnelle. On aime bien dire que on fait certaines prévisions et après on résout un problème d'optimisation autour de la moyenne. Et ça, évidemment, ça ne marche pas quand les marchés sont volatiles. Et du coup, il faut réagir beaucoup plus vite et faire d'autres types d'algorithmes
des algorithmes très court terme qui prennent la meilleure décision très locale. Voilà, le babysitting, c'est important autour de vos algorithmes. Sinon, vous créez vraiment une rupture de confiance. Et j'ai vu des projets en dizaines de millions de dollars annulés par trahison de la confiance. Donc ça, c'est vraiment une bonne leçon et qu'il faut aller accompagner votre robot pour ne pas le laisser tout seul dans la nature. Et donc, le mix gagnant, hein, donc techniquement, hein, c'est vendre d'abord des alertes, et des alertes dont vous êtes sûr, donc beaucoup moins que ce que vous voudriez envoyer, mais des alertes à coup sûr, pour faire réagir et créer de la confiance. Le machine learning pour les choses à très très court terme, les choses myopes. Hein, le machine learning est très bon en myopie. Voilà, on sait ce qui va se passer dans 10 minutes, parce que le contexte est très important. Et puis, côté optimisation stochastique, hein, donc vraiment gagner de l'argent 100 semaines de suite, bah là, peut-être que un peu de symbolique est utile, comme les processus de décision markoviens ou des processus avec un peu de contrôle, pour qu'on sente les choses, on sente la manière dont les choses se passent. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Et allez vous promener dans un port un jour. Ce sont des univers qui fourmillent de problèmes pour les data scientists. Chaque boîte est unique et il lui arrive plein de choses et que je vous engage à regarder. Si vous en avez marre des avions, par exemple, ou s'ils sont cloués au sol, allez regarder les bateaux, il se passe plein de choses en ce moment, et depuis 5 ans maintenant, la digitalisation de la supply chain, c'est un régal pour les data scientists. Merci Benoît pour cette présentation très claire et c'était passionnant. On avait d'abord une petite première question sur la partie ROI. Donc quel est le coût finalement de ce projet et comment Merckx a mesuré le gain et l'apport de ces stratégies et en même temps comme outil, quoi. Donc c'est pas Alors vous n'aurez pas de grands secrets ici, mais je crois que la manière de faire le ROI, la mauvaise manière, c'est la manière métaphorique. Donc ça a apporté 3% à l'industrie aérienne, donc ça va apporter 3% à Maersk. Ça, c'est typiquement du consultant. Voilà. On a très vite expliqué que ça ne marcherait pas comme ça. Et du coup, on a fait des études de cas sur certains petits marchés. Et on a fait un mélange de simulation, puis de A/B testing. Donc on a regardé 2 marchés, on a pris une bonne pratique, une mauvaise pratique. Alors, ça vaut pas, c'est pas scientifique, hein, mais c'est au moins, ça reposait sur des datas que l'on voyait passer. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que ça fait? On est beaucoup moins que le 3% du rêve aérien. Par contre, l'effet de bord d'avoir un nouveau produit avec très très peu d'annulation, il est sans doute supérieur au gain de l'optimisation. On a nettoyé un processus industriel. Donc je dirais qu'au total, je ne serais pas étonné si finalement on retrouve quelque chose de proche de l'aérien. Mais parce qu'on partait de beaucoup plus loin. Alors l'aérien, la suite du pricing dynamique dans l'aérien, ça a été l'arrivée des comparateurs après, et qui a cassé de la valeur forcément, mais par contre qui a permis aux consommateurs de payer moins cher. Est-ce que finalement en rentrant dans cette stratégie, on voit que les concurrents suivent, il n'y a pas un risque qu'il y ait des comparateurs qui commencent à arriver? Ouais. Alors on n'y est pas. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais été très content moi d'avoir les prix de mes concurrents pour travailler, pour faire mon algorithme. Donc ça n'existe pas aujourd'hui, c'est pas du tout normalisé. On est en B2B. Hein. Maersk a à peu près 2 millions de clients et 100 000 clients actifs tous les ans. Ce qui est énorme en B2B, ce qui n'est pas beaucoup pour du B2C. C'est ridicule pour une banque. Voilà. Enfin, ça serait ridicule pour une banque. Et du coup, on les a, les clients, on les connaît, on a leur adresse. Et donc, on a leur comportement, on a leur cargaison. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui que les gros acteurs comme Maersk, comme CMA et autres, ne vont pas forcément avoir envie de plateformes digitales parce qu'ils connaissent déjà bien leurs clients. Donc s'ils vont assez vite en digitalisation, d'ailleurs ils y vont à marche forcée pour cette raison, peut-être qu'il y aura moins d'espace économique pour qu'un équivalent Expedia arrive, si eux-mêmes sont l'Expedia d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui en tout cas, une majorité écrasante du volume est vendu sur le site web. Par contre, c'est vendu à des revendeurs. Voilà. Mais ces revendeurs sont plus comme un tour opérateur plutôt que comme un comparateur.
Voilà. Ça va bouger, je suis sûr que j'aurai tort dans 3 ans. Parce qu'on l'a vu arriver sur la logistique urbaine, mais sur les camions. Mais bon, le B2B, c'est toujours un peu plus lent que le B2C, parce que vous connaissez un peu plus vos clients. Alors on a une question, c'est l'IA est donc là pour apprendre aux humains à changer de comportement, un délai pour rendre mature le pricer qui ne regarde plus l'outil d'aide à la décision. Oups, j'ai mal compris la question. Alors en fait, c'est plutôt une remarque, c'est est-ce qu'il y a un délai pour rendre mature le pricer qui lui du coup va être moins enclin peut-être à regarder l'outil. Oui, je pense que c'est une sorte de sujet d'UX en fait. Vous voulez influencer une prise de décision. Donc vous fournissez des graphiques, vous fournissez des recommandations et des alertes dans le but d'influencer la décision d'un être humain. Parce qu'il n'y a même pas l'envie de tout automatiser, il n'y a pas forcément besoin de tout automatiser. Hein. Même Air France ou la SNCF n'automatisent pas complètement leur prix. Hein. Il y a plein de choses qui ont une surveillance humaine. Donc par contre, créer ce cycle d'apprentissage, ça dépend de l'énergie que vous mettez. On avait des pricing managers un peu vedettes dans chaque région, à Shanghai, à Dubaï, à Rotterdam. Et ceux-là, on en a qui, dès qu'ils ont pigé le truc, et il y en a même qui faisaient des journées à rallonge pour ne pas rater l'opportunité de changer le prix. Hein. Donc, je dirais que c'est pas en semaine de travail, c'est plutôt en nombre de fois où ils sont récompensés d'avoir bien fait. Hein, c'est plutôt ça. Ouais, ça fait 10 semaines de suite que je me suis trompé, ou ça fait 10 semaines de suite que j'ai assuré en faisant cette stratégie. C'est bon, le message est rentré. Une sorte d'apprentissage de leur comportement. De reinforcement de learning du pricing manager. Ça répond un petit peu à la question d'après. Ils gardent une marge. En tout cas, les pricing managers gardent bien une bonne marge de manœuvre. En tout cas, bon, je suis parti il y a 1 an. Peut-être qu'ils les ont tous virés, mais je ne pense pas. Et à titre personnel, j'ai l'impression que garder des pricing managers au-dessus de ces machines leur permet d'explorer des cas qui n'ont jamais pu être imaginés par l'algorithme. Et en plus de surveiller, parce qu'il peut y avoir de grosses bêtises, liées à... Alors on a quand même des bizarreries, hein, on peut avoir des bateaux qui disparaissent, on annule des bateaux tout à coup, etc. Donc on n'a pas le temps de mettre tous ces cas particuliers dans un algorithme. Du coup, il faut bien qu'il y ait un être humain. Donc à mon avis, ça va rester encore très, très, disons, surveillé par l'homme. Au minimum surveillé par l'homme. Alors c'est une question qui reprend la partie fiche persona. Je ne sais pas si oui, tu as vu bien sûr. Donc est-ce que vous faites des fiches persona pour vos clients du coup et pour vos pricing managers? Oui. Le canari que vous voyez, c'est exactement un proto-persona. Alors, je suis en désaccord avec certaines philosophies persona qui sont trop qualitatives, puisqu'il y a un objectif UX, et en général, on se fait plaisir des fois sur des personas qui n'existent pas, enfin, statistiquement. En revanche, avoir une sorte de couverture des comportements par persona, représentatif en volume, là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire de manière beaucoup plus informelle. J'ai beaucoup aimé le travail de l'INSEE. Donc, nous, on était beaucoup moins rigoureux parce qu'on n'a pas la rigueur de l'INSEE et on devait aller vite. Mais oui, on leur donnait des petits noms. On avait une segmentation client par ailleurs. Hein. Mais nous, on a refait une segmentation pour nos besoins. Parce que la segmentation client, elle était commerciale. Et nous, on avait une segmentation comportementale. Donc, on a glissé, par exemple, des comportements web. Le gars qui revient 3 fois, le gars qui fait un petit test avec 40 boîtes et puis finit avec 2 boîtes. Voilà, donc, on a fini par repérer ceux qui avaient des façons bizarres d'utiliser notre logiciel. Alors, c'est une question qui est très intéressante puisqu'elle va permettre de faire le lien avec l'INRIA. Donc, êtes-vous retourné à l'INRIA pour revenir à des problèmes plus fondamentaux? Et si oui, lesquels? Donc, ça peut nous permettre de discuter un petit peu de ce que tu vas faire dans l'équipe Regalia. Alors, la question est très pertinente. Pour être tout à fait sincère, c'est pas qu'un retour à la science, Regalia. C'est un retour à regarder l'algorithme, pas du côté de celui qui le fabrique, mais du côté de celui qui le subit. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que des grosses plateformes comme Deliveroo, comme Booking.com, Expedia, Amazon, toutes ces plateformes-là ont une petite tendance à franchir la ligne jaune et régulièrement, avec leurs algorithmes.
Et régulièrement, la justice européenne ou les fraudes en France, la DGCCRF, leur tape sur la main. Et la manière de taper sur la main d'un algorithme n'est pas si évidente que ça pour un homme. Et donc on a eu l'idée pas de moi, hein, on a eu l'idée avec les autorités de régulation de créer à INRIA des algorithmes pour surveiller les algorithmes. Alors un exemple que je cite souvent, qui est un travail qui n'a pas été fait à INRIA, je crois, mais qui marche aujourd'hui, voilà, détecter un faux avis sur TripAdvisor, c'est un vrai sujet pour la DGCCRF. Alors pourquoi? Parce que mettre un faux avis, ça gonfle l'audience d'un restaurant, et grâce à ça, votre restaurant a une pratique anticoncurrentielle par rapport au restaurant qui n'a pas de faux avis positifs. Voilà. Et donc, voilà, c'est un exemple où on sent bien qu'il va falloir faire un peu de NLP, ou il va falloir faire un petit peu de techno pour muscler le régulateur. Donc ça, c'est une équipe s'est créée au ministère de l'économie, qui s'appelle PEREN, plateforme d'expertise en régulation numérique, pour réguler les plateformes, qui va travailler pour la plupart des autorités de régulation. Et nous, à INRIA, on essaye de se présenter en éditeur de briques logicielles pour muscler le régulateur. Et donc tu auras des équipes techniques qui vont réaliser des... Voilà, donc nous avons commencé à recruter. Et, donc tu recrutes actuellement des personnes dans ton équipe? Voilà, alors les recrutements sont terminés pour l'instant. Et on crée par famille d'algorithmes, par exemple un algorithme de recommandation. Comment peut-il être observé? Comment auditer un algorithme de recommandation? Comment auditer un algorithme de pricing, par exemple? Est-ce qu'il utilise le genre masculin-féminin? Est-ce qu'il utilise l'âge? C'est vrai que la vitesse à laquelle vous tapez sur un clavier est un bon prédicteur de votre âge. Voilà. Et donc, on prend un point de vue externe. Hein. Par rapport à l'IA de confiance, moi c'est plus l'IA de contrôle. La confiance n'empêchant pas le contrôle. Voilà. Il peut être un outil nécessaire. Donc nous, c'est un outil d'audit parce qu'on ne peut pas présupposer que les plateformes numériques ont travaillé en étant exhaustifs dans leur mesure des risques. Ce n'est pas leur culture, ou personne ne leur a demandé, disons. Donc aujourd'hui, on a des algorithmes un peu bizarres. Pas frauduleux forcément. Hein. Je dis toujours qu'il y a un peu de malveillance parfois, mais il y a souvent de la négligence. Et puis parfois, c'est juste par inadvertance. Ok, merci Benoît pour cette présentation, c'était passionnant. On va juste clôturer cette session par 2-3 petits slides donc, pour revenir un petit peu sur la journée. Encore une fois, je vous rappelle que donc, cette journée a été possible grâce à l'investissement de l'équipe de Digital Aquitaine, donc l'équipe menée par Antoine Lamarche, Stéphanie Lamour, Julie Busset. Merci à tous les trois pour votre implication et pour votre énergie, pour ces centaines d'emails échangés avec les interlocuteurs et avec les ordinateurs. Merci aux équipes de Jérôme qui ont été à la technique aujourd'hui pour mener ces présentations en live. Merci à l'équipe du jury également, donc François Cloutiot, Vincent qui sont ici présents et au reste de l'équipe aussi pour avoir relu toutes les présentations et pour avoir fait un travail de sélection des présentations qui, j'espère, vous ont plu. Donc, rendez-vous à l'année prochaine, j'espère en présentiel cette fois. Les replays seront disponibles à partir de lundi sur le site. Donc, comme il y avait 2 sessions en parallèle où vous n'avez pas pu voir toutes les présentations, donc vous pourrez les revoir éventuellement a posteriori. Certaines personnes laisseront leurs slides aussi sur le site. Merci encore à nos sponsors, hein, donc je ne vais pas tous les repasser, mais en tout cas on était ravis d'avoir beaucoup de soutien de la part de nombreux acteurs. Merci à l'université de nous avoir accueillis dans ces magnifiques locaux que vous découvrirez, je l'espère, l'année prochaine. Et merci à la newsletter Baya de nous avoir bien soutenus dans la communication également. Donc, je vous rappelle que vous pouvez adhérer à notre nouveau Domex IA Data Science. Donc, un Domex, c'est un domaine d'excellence qui fait partie de l'association Digital Aquitaine. Il y en a d'autres dans d'autres domaines, mais ce domaine est un nouveau domaine qui est créé et donc qui nécessite de soutenir l'association par une adhésion annuelle, une adhésion qui est
très abordable, mais qui permet de soutenir les activités de l'association. Ces activités, donc c'est le workshop annuel de Data Aquitaine, cette conférence que vous avez vécue aujourd'hui, mais également des workshops mensuels sur des ateliers thématiques. Et puis un site internet qui va voir le jour bientôt avec une newsletter dédiée. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et également, si vous voulez apparaître sur notre cartographie, envoyez un mail à contact@dataquitaine pour apparaître sur la cartographie de la région de la région Aquitaine, donc Nouvelle-Aquitaine, avec l'ensemble des acteurs de la recherche, des formations, des associations, etc. Donc c'est été réalisé par les équipes de Digital Aquitaine et ça mérite d'être complété puisqu'effectivement il y a de nombreux acteurs qui sont attirés par la région qui est très dynamique sur tous ces sujets. Et donc n'hésitez pas, si vous avez aussi des questions, si vous avez envie d'installer vos équipes dans la région, on serait ravis de vous accueillir. Voilà, donc les événements à venir. Le 10 mars, nous faisons un séminaire IA Data Science, où sont les femmes, avec 4 présentations de chercheuses de la région. Le 16 mars, l'organisation du DOMEX, donc c'est ceux qui veulent s'investir dans le DOMEX, vous pouvez rejoindre cette réunion. Le 18 mars, un café Pigma sur les données, donc organisé en webinaire également, et puis un événement à venir sur IA de confiance en avril. Si vous aussi, vous avez envie de proposer un sujet, une présentation pour un atelier d'1 heure qui aura lieu en avril, mai, juin, n'hésitez pas à nous envoyer un email en disant voilà, j'ai des travaux de thèse qui ne sont pas tout à fait finis, mais je pense que ça pourrait être intéressant de les partager. J'ai une problématique dans mon entreprise, j'ai un retour d'expérience sur un cas d'usage. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Et il me reste à remercier une dernière fois Benoît. C'était un plaisir de t'accueillir à Bordeaux et à l'année prochaine pour la conférence Data Aquitaine. Voilà, bonne soirée.